Bonjour ou bonsoir, j'espère que vous vous portez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour découvrir une nouvelle enquête de Poirot et Hastings. L'histoire s'intitule La succession, le mesurier. Mon ami Poirot et moi-même avons enquêté sur bien des affaires, mais aucune, je pense, ne peut être comparée à l'extraordinaire série de rebondissements qui retint notre attention pendant plusieurs années et dont Poirot fut appelé à élucider la dernière énigme. C'est un soir pendant la guerre que l'histoire de la famille Le Mesurier éveilla notre intérêt pour la première fois. Poirot et moi nous étions retrouvés depuis peu, renouant les liens d'amitié qui nous unissaient en Belgique. Il s'était occupé d'une petite affaire pour le compte du ministère de la Guerre, à l'entière satisfaction de celui-ci d'ailleurs, et nous venions de dîner au Carlton en compagnie d'un officier d'état-major qui avait encensé Poirot pendant tout le repas. L'officier d'état-major avait dû nous quitter précipitamment pour un autre rendez-vous, et nous avions tranquillement terminé notre café avant de partir à notre tour. Au moment où nous quittions la salle, une voix familière m'interpella, et en me retournant, j'aperçus le capitaine Vincent le Mesurier, un jeune homme que j'avais connu en France, assis à une table en compagnie d'un homme plus âgé. Leur ressemblance laissait à penser qu'ils étaient de la même famille. C'était bien le cas en effet. Mon jeune ami nous présenta son oncle, Hugo le Mesurier. Je ne connaissais pas intimement le capitaine le Mesurier, un garçon sympathique et un peu rêveur, mais j'avais entendu dire qu'il appartenait à une famille huppée, aux origines lointaines, propriétaire d'un château du XVIe siècle, dans le Northumberland, datant d'avant la Réforme. Poirot et moi n'étions pas pressés et à la demande du jeune homme, nous nous assîmes à leur table et bavardâmes agréablement avec eux pendant un moment. Hugo le Mesurier était un homme d'une quarantaine d'années, aux épaules un peu voûtées et à l'allure de savant. Il était chimiste et faisait actuellement, à ce qu'il nous dit, des recherches pour le compte du gouvernement. Notre conversation fut interrompue par un grand jeune homme brun qui s'approcha de notre table à grands pas, l'air visiblement agité. « Dieu merci, je vous ai trouvé !» s'exclama-t-il en s'adressant à nos deux amis. « Que se passe-t-il, Roger ?»« Ton père, Vincent. Une mauvaise chute. Un jeune cheval. » Nous n'entendîmes pas la suite, car il entraîna Vincent le Mesurier à l'écart. Quelques instants plus tard, nos deux amis prirent congé précipitamment. Le père de Vincent avait fait une très mauvaise chute en essayant un jeune cheval, et l'on ne pensait pas qu'il survivrait jusqu'au lendemain. Vincent était devenu tout pâle en apprenant la nouvelle. En un sens, cela m'avait surpris car, d'après les quelques confidences qu'il m'avait faites en France, j'avais cru comprendre que lui et son père ne s'entendaient pas particulièrement bien, et cette démonstration d'affection filiale avait de quoi surprendre. Le jeune homme brun qu'on nous avait présenté comme un cousin, Roger le Mesurier, était resté en arrière et nous avions quitté le restaurant ensemble. Curieuse affaire, commenta le jeune homme. Elles intéresseraient certainement monsieur Poirot. J'ai entendu parler de vous, monsieur Poirot, par Higginson. C'était l'officier de l'état-major qui nous avait invités à dîner. Il dit que vous êtes un as en matière de psychologie. J'ai étudié la psychologie, en effet, reconnut mon ami avec une prudente réserve. Avez-vous vu le visage de mon cousin? Il avait l'air complètement assommé. Et vous savez pourquoi? C'est à cause d'un sort qui aurait été jeté à la famille. Aimeriez-vous en savoir davantage? Ce serait très aimable à vous de me raconter toute l'histoire, répondit Poirot. Roger le Mesurier jeta un coup d'œil à sa montre. J'ai tout mon temps. Je dois les retrouver à King's Cross. Voilà, monsieur Poirot, la famille Le Mesurier est de souche très ancienne. Il y a bien longtemps, au Moyen-Âge, un de nos ancêtres avait des doutes sur la fidélité de sa femme. Il la surprit un jour dans une situation compromettante, et bien qu'elle l'eût assuré de son innocence, le vieux baron Hugo ne voulut rien savoir. Quelque temps après, elle eut un enfant, un fils, et il déclara que l'enfant n'était pas de lui, et jura, ses grands dieux, qu'il n'hériterait pas de sa fortune. J'ai oublié ce qu'il leur fit exactement, quelque douceur à la façon médiévale, comme les emmurés vivants. Quoi qu'il en soit, il tua le fils et la mère, et celle-ci mourut en proclamant son innocence, et en jetant un sort au Mesurier. Cette malédiction était la suivante. Pas un seul fils aîné ne pourrait hériter du patrimoine filial. Le temps passa, et la preuve fut faite de l'innocence de la malheureuse. Je crois que le baron Hugo prit le cilice et finit ses jours à genoux, dans une cellule de moine. Mais ce qu'il y a de curieux,
c'est que, de ce jour, pas un seul fils aîné n'a jamais hérité de son père. L'héritage est allé à un frère de celui-ci, un neveu, un enfant cadet, mais jamais à un fils aîné. Le père de Vincent était le second d'une famille de 5 garçons, dont l'aîné est mort, en bas âge. Évidemment, pendant toute la guerre, Vincent était convaincu que s'il y avait un autre maudit dans la famille, ça ne pouvait pas être lui. Mais, chose étrange, ses 2 jeunes frères ont été tués, et lui-même s'en est tiré sans aucune égratignure. Cette histoire de famille est fort intéressante, dit Poirot d'un ton pensif. Mais à présent, son père se meurt, et c'est lui, en qualité de fils aîné, qui doit hériter. Exactement. La malédiction a perdu son pouvoir. Elle n'a pas résisté à la vie moderne. Poirot secoua la tête, comme s'il déplorait le ton léger du jeune homme. Celui-ci consulta de nouveau sa montre et déclara qu'il était temps pour lui de partir. Nous eûmes la suite de l'histoire le lendemain, en apprenant la mort tragique du capitaine Vincent le Mesurier. Il voyageait dans le train postal, en direction du nord, et au cours de la nuit, il avait vraisemblablement ouvert la portière et sauté sur la voie. On estimait que le choc provoqué par l'accident de son père, venant s'ajouter à la commotion due aux éclatements d'obus, était la cause de cet accès de folie. Les journaux mentionnaient la curieuse superstition qui régnait dans la famille Le Mesurier et le fait que le nouvel héritier était un oncle du jeune homme, Ronald Le Mesurier, dont le fils unique avait été tué sur la Somme. Je pense que ce fut notre rencontre fortuite avec le jeune Vincent la veille de sa mort qui nous fit porter un intérêt particulier au destin tragique de cette famille. 2 ans plus tard, en effet, nous ne manquâmes pas de noter le décès de Ronald Le Mesurier, qui était d'ailleurs invalide à l'époque où il avait hérité des biens de sa famille. L'héritier suivant était son frère John, un homme d'une santé florissante, et dont le fils était à Eton. Il n'y avait pas de doute qu'une malédiction pesait sur les Le Mesurier. L'été suivant, le jeune garçon se tua accidentellement avec une arme. Quelque temps après, son père mourut subitement à la suite d'une piqûre de guêpe, transmettant l'héritage au plus jeune des 5 frères, Hugo, que nous nous souvenions d'avoir rencontré au Carlton le soir de la mort tragique du jeune Vincent. En dehors des réflexions que nous avait inspirées cette extraordinaire série de malheurs, nous ne nous étions pas intéressés d'une façon personnelle à l'histoire de la famille Le Mesurier, mais l'heure approchait pour nous d'y prendre une part plus active. Un matin, on nous annonça la visite de Madame Le Mesurier. C'était une grande femme énergique d'une 30aine d'années, chez qui l'on sentait une forte détermination et un solide bon sens. Elle parlait avec un léger accent américain. « Monsieur Poirot, je suis ravi de faire votre connaissance. Vous avez rencontré mon ami, Hugo Le Mesurier, il y a bien des années, mais je doute que vous vous en souveniez. » « Je m'en souviens parfaitement, madame, c'était au Carlton. »« Quelle mémoire, monsieur Poirot. Je suis très inquiète. »« À propos de quoi, madame ? » ?»« De mon fils aîné. J'ai 2 garçons, Ronald qui a 8 ans et Gérald qui en a 6. Poursuivez, madame, qu'est-ce qui vous inquiète à propos du petit Ronald ? Monsieur Poirot, au cours des 6 derniers mois, il a échappé à la mort à 3 reprises. La première fois, il a failli se noyer, c'était l'été dernier, quand nous étions tous en Cournoye. La deuxième fois, c'est lorsqu'il est tombé de la fenêtre de la nurserie. Et la troisième, c'est à cause d'une intoxication alimentaire. Peut-être le visage de Poirot exprimait-il bien trop ses pensées, car madame Le Mesurier ajouta vivement. « Évidemment, vous devez me trouver ridicule les pensées que je dramatise. »« Pas du tout, madame. On comprend très bien qu'une mère puisse être bouleversée par de tels incidents. Mais je vois mal en quoi je puis vous aider. Je ne suis pas le bon Dieu, et je ne puis contrôler les vagues. Pour la fenêtre de la nurserie, je vous conseillerais d'y mettre des barreaux. Quant à la nourriture, rien ne vaut le soin d'une mère. » « Mais pourquoi ces choses-là arrivent-elles à Ronald, mais pas à Gérald ? » ?»« Le hasard, madame, simplement le hasard. »« Vous croyez ? Qu'en pensez-vous, madame, vous et votre époux ?» Une ombre passa sur le visage de madame Le Mesurier. « Hugo ne m'est d'aucun secours, il ne veut même pas m'écouter. Comme vous l'avez peut-être entendu dire, une malédiction pèserait sur la famille, en vertu de quoi aucun fils aîné ne pourrait hériter, et Hugo y croit. Il passe son temps à étudier l'histoire de la famille et il est extrêmement superstitieux. Lorsque je lui fais part de mes craintes, il me répond simplement que c'est à cause de cette malédiction et qu'on ne peut rien y faire. Mais moi, je viens des États-Unis, monsieur Poirot, et là-bas, nous ne croyons guère aux sortilèges.
Nous aimons penser qu'ils sont l'apanage des familles de vieilles souches. Cela donne une sorte de cachet, vous comprenez? Pour ma part, quand j'ai rencontré Hugo, je tenais un petit rôle dans une comédie musicale, et ce prétendu sortilège attaché à cette famille m'a fasciné. Toutefois, je veux bien qu'on raconte ce genre d'histoire à la veillée, mais lorsqu'il s'agit de ses propres enfants, j'adore mes deux fils, monsieur Poirot, je ferai n'importe quoi pour eux. Vous refusez donc de croire à la légende familiale, madame. Une légende peut-elle scier une racine de lierre? Que voulez-vous dire, madame? S'exclama Poirot, tandis qu'un profond étonnement se peignait sur son visage. J'ai dit, est-ce qu'une légende, ou un fantôme si vous préférez, peut scier une racine de lierre? Je ne parle pas de ce qui s'est passé en Cornouailles. N'importe quel enfant peut partir trop loin à la nage et se retrouver en difficulté, encore que Ronald sache nager depuis l'âge de 4 ans. Mais pour la question du lierre, c'est différent. Les deux garçons sont des petits polissons. Ils ont découvert un jour qu'ils pouvaient descendre de leur chambre et y monter en s'accrochant au lierre. Ils le faisaient constamment, jusqu'au jour où le lierre a cédé sous le poids de Ronald. Gérald était absent à l'époque, et où il est tombé, heureusement, il ne s'est pas fait mal. Mais je suis sorti pour examiner le lierre. La racine était sciée, monsieur Poirot, délibérément sciée. Ce que vous affirmez là est très grave, madame. Vous dites que votre plus jeune fils n'était pas à la maison à cette époque-là? C'est exact. Et au moment de l'intoxication alimentaire, était-il toujours absent? Non, ils étaient là tous les deux. C'est sérieux, murmura Poirot. Puis-je vous demander, madame, qui vit sous votre toit? Miss Sanders, la gouvernante des enfants, et John Gardiner, le secrétaire de mon mari. Madame le mesurier se tut, comme si elle hésitait à poursuivre. Et qui d'autre, madame? Le major Roger le mesurier, que vous avez, je crois, rencontré le même jour que mon mari. Fait d'assez fréquents séjours chez nous. Ah oui, c'est un cousin, il me semble. Un cousin éloigné, oui. Il n'appartient pas à la même branche de la famille. Néanmoins, c'est à présent le plus proche parent de mon mari. C'est un homme charmant et nous avons tous beaucoup d'affection pour lui. Les garçons l'adorent. Est-ce qu'il leur a appris à grimper aux lierres? C'est possible, il les incite bien souvent à faire des bêtises. Madame, je vous prie de m'excuser pour ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je crois à présent que le danger est réel et que je peux vous aider. Je suggérerais donc que vous nous invitiez tous les deux chez vous pour quelque temps. Votre époux n'y verra pas d'inconvénient? Oh non, mais il estimera que tout cela est inutile. Cela me rend folle de le voir accepter sans réagir l'idée que son enfant doive mourir. Reprenez votre calme, madame, voyons. Nous allons mettre au point notre visite de façon méthodique. Ainsi fut fait, et le lendemain même, nous étions en route vers le nord. Poirot était plongé dans une rêverie dont il sortit brusquement pour faire cette réflexion. C'est d'un train comme celui-ci que Vincent le mesurier est tombé. Il insista quelque peu sur le mot « tomber ». Vous ne soupçonnez tout de même pas quelque malveillance, lui demandai-je. N'avez-vous pas, Hastings, été frappé par le fait que certaines des morts survenues dans la famille le mesurier auraient pu être, dirons-nous, provoquées? Celle de Vincent, par exemple, et celle du jeune homme qui faisait des études à Eton. Un accident causé par le maniement d'une arme à feu est toujours ambigu. Supposons que le petit Ronald, en tombant de la fenêtre de sa chambre, se soit tué. Qui aurait pu soupçonner qu'il ne s'agissait pas d'un accident? Mais pourquoi ne s'en prendrait-on pas à cet enfant-là? À qui profite sa mort? À son jeune frère. Un enfant de 7 ans. C'est absurde. On a peut-être l'intention de se débarrasser ensuite du deuxième, hasardai-je, sans trop savoir qui était ce « on ». Poirot secoua la tête. Cette hypothèse ne le satisfaisait pas. Une intoxication alimentaire, murmura-t-il d'un ton pensif. Une ingestion d'atropine produirait les mêmes symptômes. Oui, notre présence là-bas est vraiment nécessaire. Madame le mesurier nous accueillit avec enthousiasme. Elle nous emmena ensuite dans le bureau de son mari et nous laissa avec lui. Il avait beaucoup changé depuis la dernière et la seule fois où nous l'avions vu. Il était encore plus voûté et avait le teint étrangement terreux. Il écouta Poirot, lui expliquait la raison de notre présence dans la maison. « Je reconnais bien là le sens pratique de Sadie, » s'exclama-t-il enfin. « Je suis ravi de vous avoir quelque temps chez nous, monsieur Poirot, et je vous remercie d'être venu, mais ce qui est écrit est écrit. Il faut expier la faute. Nous, le mesurier, le savons bien.
Pas un d'entre nous ne peut échapper à son destin. Poirot parla de la racine de lierre sciée, mais Hugo le mesurier parut peu impressionné. C'est sans doute une négligence de la part du jardinier. Oui, oui, il y a peut-être un instrument, mais la cause est très claire, et je vous dirai ceci, monsieur Poirot. L'échéance n'est plus très loin. Poirot le dévisagea avec attention. Pourquoi dites-vous cela? Parce que je suis moi-même condamné. Je suis allé trouver un médecin l'année dernière. Je souffre d'une maladie incurable. La fin ne devrait plus tarder, mais avant que je ne meure, Ronald sera emporté. C'est Gérald qui héritera. Et s'il arrivait aussi quelque chose à votre second fils? Il ne lui arrivera rien. Aucune malédiction ne pèsera sur lui. Mais si cela se produisait, insista Poirot, l'héritier suivant est mon cousin Roger. Nous fûmes interrompus par l'entrée d'un homme grand et bien bâti, aux cheveux frisés, d'un roux flamboyant, qui tenait à la main une liasse de papier. Nous verrons cela plus tard, Gardiner, lui dit Hugo le mesurier, avant d'ajouter à notre intention, mon secrétaire, monsieur Gardiner. L'homme s'inclina, murmura quelques paroles aimables et ressortit. En dépit de son physique agréable, quelque chose en lui me déplaisait. Je le dis à Poirot un moment plus tard, tandis que nous faisions le tour du magnifique jardin à la française. Et, chose surprenante, il se montra du même avis. Oui, oui, Hastings, vous avez raison. Moi non plus, je l'aime pas. Il est trop bien de sa personne. Je dirais que c'est le genre délicat qui répugne à se salir les mains. Ah, voilà les enfants. Madame le mesurier approchait avec ses deux garçons. C'étaient deux beaux enfants. Le cadet était brun comme sa mère, et l'aîné roux, presque rouge et bouclé. Ils nous serrèrent la main, gentiment, et en quelques minutes Poirot fit leur conquête. On nous présenta ensuite Miss Sanders, une femme insipide et sans âge. Nous connaissions à présent toute la maisonnée. Pendant quelques jours, nous menâmes une vie agréable et notre vigilance, de tout instant, ne fut pas récompensée. Les garçons jouaient gaiement et tout semblait normal. Le 4e jour après notre arrivée, le major Roger le mesurier vint s'installer pour quelque temps. Je le trouvai peu changé, aussi insouciant et jovial que par le passé, avec cette même tendance à tout prendre à la légère. Il était manifestement très aimé des garçons, qui l'accueillirent avec des hurlements de joie et l'entraînèrent aussitôt dans le jardin pour jouer aux Indiens. Je remarquai que Poirot les avait discrètement suivis. Le lendemain, toute la famille, y compris les garçons, était invitée pour le thé chez Lady Claygate, qui possédait la propriété voisine de celle des Le Mesurier. Madame le mesurier nous proposa de les y accompagner, mais parut assez soulagée lorsque Poirot déclina cette invitation en déclarant que nous préférions rester à la maison. Dès que tout le monde fut parti, Poirot se mit au travail. Il me faisait penser à un terrier à l'affût. Il fouilla méthodiquement toute la maison, jusque dans les moindres recoins, mais si discrètement cependant qu'il réussit à ne pas attirer l'attention. Toutefois, ses recherches terminées, il paraissait encore insatisfait. Nous prîmes le thé sur la terrasse avec Miss Sanders, la gouvernante, qui n'avait pas été invitée. « Cela va amuser les garçons, murmura-t-elle de sa voix atone. Mais j'espère qu'ils sauront se tenir et ne piétineront pas les plates-bandes ou ne s'approcheront des abeilles. » Poirot s'immobilisa, sa tasse à la main. On aurait dit un homme qui vient d'apercevoir un revenant. « Des abeilles? » »« Oui, monsieur Poirot, des abeilles. 3 ruches, Lady Claygate en est très fière. »« Des abeilles !» s'exclama de nouveau Poirot. Il se leva d'un bond et se mit à arpenter la terrasse de long en large, en se tenant la tête. Je ne connaissais pas en quoi le simple fait de mentionner des abeilles avait pu le mettre dans un tel état. À cet instant, nous entendîmes la voiture. Poirot était debout, devant la porte d'entrée lorsque la famille descendit. « Ronald s'est fait piquer », annonça Gérald d'une voix excitée. « Ce n'est rien, dit madame le mesurier. La plaie n'a même pas enflé. Nous avons mis de l'ammoniaque dessus. »« Fais-moi voir ça, mon bonhomme, dit Poirot au jeune Ronald. Où t'étais-tu fait piquer ? » Ici, sur le côté du cou, répondit le garçonnet d'un ton important. Mais ça ne fait pas mal. Papa m'a dit, ne bouge pas, tu as une abeille dans le cou. Je n'ai pas bougé, il l'a chassée. Mais elle m'a d'abord piqué. Ça ne m'a pas vraiment fait mal. C'était comme une simple piqûre d'épingle. Et je n'ai pas pleuré, parce que je suis grand, et que l'année prochaine, j'irai à l'école. Poirot examina le cou de l'enfant, puis il s'écarta. Il me prit alors le bras et me chuchota à l'oreille.
Ce soir, mon ami, ce soir, nous avons un petit travail à faire, et n'en parler à personne. Il refusa de m'en dire davantage, et toute la soirée, je fus dévoré de curiosité. Il se retira assez tôt, et je l'imitai. Pendant que nous montions l'escalier, il me prit par le bras et me donna des instructions. Ne vous déshabillez pas, attendez un peu, éteignez votre lampe et venez me rejoindre ici. Je fis ce qu'il m'avait demandé et un moment plus tard, je le rejoignis sur le palier. D'un geste, il m'imposa le silence et nous nous faufilâmes, sans bruit, jusqu'à l'aile réservée aux enfants. Ronald occupait seul une petite chambre. Nous y entrâmes tout doucement et nous installâmes à notre poste d'observation dans le coin le plus sombre. La respiration de l'enfant était forte et régulière. « Il dort profondément, chuchotai-je. Poirot hocha la tête. On l'a drogué. Pourquoi? Pour qu'il ne crie pas quand... Quand quoi? Demandai-je comme Poirot se taisait. Quand on enfoncera la seringue hypodermique, mon ami. Mais chut, n'en parlons plus. Encore que je ne pense pas qu'il se passe quoi que ce soit avant un moment. Poirot se trompait cependant. 10 minutes à peine s'étaient écoulées lorsque la porte s'ouvrit tout doucement et que quelqu'un entra dans la pièce. J'entendis une respiration précipitée, un bruit de pas qui s'approchait du lit, puis un déclic soudain. Le faisceau d'une petite lampe de poche éclaira l'enfant endormi, mais l'intrus était encore invisible dans l'ombre. De la main droite, il sortit une seringue, tandis que de la main gauche, il tâtait le cou de l'enfant. Poirot et moi bondîmes en même temps. La lampe roula à terre et nous luttâmes un moment dans le noir avec l'intrus. Il avait une force extraordinaire. Nous finîmes cependant par en venir à bout. « La lampe, Hastings, me dit Poirot. Il faut que je voie son visage. Encore que je craigne fort de savoir qui c'est. Moi aussi, pensai-je, tandis que je tâtonnais dans l'obscurité pour trouver la lampe. À un moment, j'avais soupçonné le secrétaire, poussé par ma profonde antipathie pour cet homme. Mais à présent, j'étais sûr que celui à qui profiterait la mort de ses 2 jeunes cousins était le monstre que nous traquions. Mon pied heurta la lampe. Je la ramassai et l'allumai, et son faisceau éclaira le visage de Hugo le mesurier, le père du garçonnet. Je faillis en lâcher la lampe. « Pas possible, murmurai-je, d'une voix rauque. Pas possible. » Le mesurier était inconscient. Poirot et moi le transportâmes jusqu'à sa chambre et l'étendîmes sur son lit. Poirot se pencha alors pour lui retirer doucement ce qu'il tenait dans la main droite. C'était une seringue hypodermique. « Qu'y a-t-il là-dedans » demandai-je en frissonnant. « Du poison ?»« De l'acide formique, je pense. »« De l'acide formique ?»« Oui, obtenu sans doute en distillant des fourmis rouges. Il était chimiste, ne l'oubliez pas. La mort aurait été attribuée à la piqûre de guêpe. »« Mon Dieu !» murmurai-je. « Son propre fils. Et vous vous attendiez à ça ?» Poirot hocha la tête avec gravité. « Oui, c'est un malade mental, incontestablement. J'imagine que l'histoire de la famille est devenue une véritable obsession pour lui. C'est son ardent désir de toucher l'héritage qui l'a poussé à commettre toute cette série de meurtres. L'idée lui est peut-être venue pour la première fois pendant qu'il voyageait en train avec Vincent, la fameuse nuit. Il ne pouvait pas supporter que la prédiction ne se réalise pas. Le fils de Ronald était déjà mort et Ronald lui-même se mourait. Ils sont de santé fragile dans cette famille. C'est lui qui a manigancé l'accident avec le fusil et, chose que je viens seulement de comprendre, c'est lui aussi qui a provoqué la mort de son frère John par l'injection d'acide formique dans la veine jugulaire. Il avait alors réalisé son ambition et se trouvait à la tête du patrimoine familial. Mais son triomphe a été de courte durée. Il a appris qu'il était atteint d'un mal incurable. Et il avait cette idée fixe, de fou, que le fils aîné d'un lemesurier ne pouvait pas hériter. Je le soupçonne d'être à l'origine de l'accident de la baignade. C'est lui qui a encouragé son fils à s'éloigner vers le large. Ayant manqué son coup cette fois-là, il a scié la racine de lierre et mis ensuite du poison dans la nourriture de l'enfant. « Diabolique, murmurai-je en frissonnant, et si bien planifié. Oui, mon ami, rien n'est plus surprenant que l'extraordinaire logique des fous, si ce n'est la non moins extraordinaire incohérence des saints d'esprit. J'imagine que ce n'est que récemment qu'il a basculé de l'autre côté. Pour commencer, il y avait de la méthode dans sa folie. Quand je pense que j'ai soupçonné Roger, ce type formidable, c'est normal, mon ami. Nous savions qu'il avait lui aussi voyagé avec Vincent la fameuse nuit. Nous savions également que c'était lui qui devait hériter après Hugo et ses fils. Mais notre supposition
n'était pas confirmée par les faits. Le lierre a été scié alors que seul le petit Ronald se trouvait dans la maison. Or, l'intérêt de Roger était que les deux enfants meurent de la même manière. Ce n'est que la nourriture de Ronald qui a été empoisonnée. Et aujourd'hui, lorsqu'ils sont rentrés et que je me suis rendu compte que le père du garçonnet était seul à pouvoir témoigner qu'il s'était fait piquer, cela m'a rappelé l'autre mort due à une piqûre de guêpe. Et j'ai compris. Hugo le mesurier mourut quelques mois plus tard à la clinique psychiatrique où on l'avait fait interner. Sa veuve se remaria 1 an après avec John Gardiner, le secrétaire. Ronald hérita des terres de son père et, à l'heure actuelle, il vit encore et se porte comme un chat. Voilà encore une illusion envolée, fis-je remarquer à Poirot. Vous avez chassé avec brio la prétendue malédiction qui pesait sur le mesurier. Je n'en suis pas sûr, répondit Poirot d'un air pensif. Je n'en suis pas du tout sûr. Que voulez-vous dire? Mon ami, je vous répondrai par un seul mot. Rouge. Vous voulez parler de sang? Demandai-je éberlué, en baissant la voix. Vous avez toujours la même imagination et le même goût du mélodrame, Hastings. Non, je veux parler de quelque chose de beaucoup plus prosaïque. La couleur de cheveux du petit Ronald le mesurier et de M. Gardiner. Vous saisissez? Fin. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. On se retrouve très bientôt pour une autre. En attendant, prenez bien soin de vous. Au revoir et merci.